Bonsoir à tous, chers téléspectateurs d'Espace TV et bienvenue avec nous au compte donc de cette émission spéciale, oui très spéciale, à travers laquelle on va donc essayer de nous intéresser à une thématique précise et qui fait donc l'actualité. Il s'agit donc de l'achat des notes dans les écoles et universités guinéennes. Vous voyez déjà d'où l'intérêt même de cette thématique. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons donc des invités avec lesquels on va essayer donc d'échanger. Parce que, comme vous le savez, au niveau de différentes écoles et universités, il existe un moyen pour évaluer et connaître même le niveau réel de l'étudiant ou de l'élève. Ça passe des fois par des compositions, par des évaluations et même des examens. Et à l'issue donc de ces évaluations-là, l'élève est sanctionné par une note qui, en principe, essaie de faire ressortir son niveau réel. Malheureusement, dans la plupart des écoles et universités guinéennes de nos jours, ces notes-là s'obtiennent de plusieurs manières, entre autres à travers l'achat des notes, mais aussi plusieurs autres moyens dont on va essayer de parler sur ce plateau. Bienvenue à tous. Et comme je le disais, ils sont avec nous. On va donc essayer d'échanger avec eux. Il s'agit d'abord de M. Keita Mami. Il est censeur dans un lycée de la place, le lycée Titi Camara. Il est avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais Super. En tout cas, c'est avec un réel plaisir qu'on vous reçoit sur ce plateau pour parler donc de cette thématique qui est très importante. Toujours sur ce plateau, nous avons aussi un autre confrère, notre collègue. Il s'agit de M. Djibril Ba, d'ailleurs Djibril Ba, qui est journaliste ici à Adafo Média. Bonjour Djibril. Bonjour Chiplo. Comment ça va? Je vais très bien. Ben, super. Déjà, d'entrée de jeu, on va essayer déjà de partir avec M. Keita Mami, M. le censeur. Déjà, qu'est-ce que ça vous dit de parler d'abord de cette thématique qui parle de l'achat des notes dans les universités et écoles guinéennes? Parce que si on en parle, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, beaucoup de personnes en parlent. Et si beaucoup de personnes en parlent déjà, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, ça existe d'une manière ou d'une autre. Un peu avec la thématique. Déjà, on part avec vous, M. Keita. Bien, merci pour cette invitation et surtout parler d'une thématique aussi préoccupante. L'achat des notes ou la vente des notes dans les concessions scolaires et universitaires, c'est avec une grande peine que j'en parle. Puisque cette thématique ne devait pas être dans le système éducatif. Effectivement. Et avec quelques reportages que j'ai suivis, j'ai vu un ensemble de paradoxes. Puisque l'école d'abord, c'est non seulement un lieu de formation, mais aussi c'est un lieu d'éducation. Alors si les acteurs de ces concessions scolaires n'ont pas la volonté de concevoir ces objectifs de l'école, c'est une déception. Ouais. Je le déplore très fort pour ceux-là qui se livrent à une telle pratique, s'il y en a. D'accord. Là déjà, vous dites s'il y en a. Donc, selon vous, déjà, d'où se trouve l'interrogation, cette pratique existe-t-elle ou pas? Vous qui êtes censeur et qui êtes tout le temps avec les élèves, avec les encadreurs, avec les professeurs et qui gérez même un établissement, cette pratique, si on pose la question, elle existe ou pas? Pas forcément sur vous, mais dans l'ensemble. Bien. Je crois avec quelques reportages visualisés, je constate que moi, dans mon établissement, une telle pratique n'existe pas et aucun enseignant ne peut avoir l'audace d'envisager une telle pratique chez moi. Mais en revanche, il se peut qu'il existe ailleurs. Et l'on ne peut pas nier cela, que ça existe ailleurs. Pour une raison. Cette raison, je vais la lier à la dégradation du niveau des apprenants guinéens. Alors je me pose la question. Puisque le niveau des apprenants est en train de se dégrader chaque année, d'année en année, je me demande, est-ce que ces apprenants sont évalués correctement? Puisque l'évaluation en matière d'enseignement, d'apprentissage, il y a 3 types d'évaluation que l'enseignant doit
appliquer au cours de son processus d'enseignement. L'enseignant, une fois en classe, avant de commencer le cours, il peut passer par une évaluation diagnostique. L'évaluation diagnostique, c'est justement déceler les problèmes des élèves ou des étudiants qui sont en face. Puisque un élève d'abord qui ne sait pas lire, il faut d'abord identifier ce problème-là avant de commencer un cours. Il ne sait pas lire, vous identifiez ce problème. Mais est-ce que cette évaluation se fait correctement dans nos concessions scolaires? Maintenant que le professeur il est en situation de cours, il y a une autre évaluation qu'on appelle l'évaluation formative. L'évaluation formative, c'est pendant le cours, le processus du cours, le professeur peut se rendre compte que son processus d'enseignement ou d'apprentissage, l'apprenant peut être confronté à un certain nombre de difficultés. Alors, au fur et à mesure, il peut passer par d'autres stratégies pour amener l'enfant à comprendre mieux la thématique. D'accord. Et avec cette évaluation formative, l'élève lui-même peut se rendre compte s'il a compris le sujet, la leçon, ou s'il n'a pas compris. Donc, il peut s'interroger. J'ai compris, j'ai pas compris. Avec l'évaluation formative, il n'y a pas de problème. Et la dernière évaluation, c'est juste en fin de séquence. On appelle ça l'évaluation sommative. C'est de vérifier les acquis de l'apprenant. D'accord. Ça veut dire quoi? Qu'en matière d'évaluation, nous devons évaluer, l'enseignant doit évaluer de deux manières, ou deux éléments. Il doit évaluer le produit de l'apprentissage, mais aussi il doit évaluer le processus d'apprentissage. Évaluer le produit de l'apprentissage, ça veut dire quoi? Ce sont les compétences de l'élève qu'il doit évaluer. Ce sont les savoirs de l'élève qu'il doit évaluer. Ce sont les savoir-faire qu'il doit évaluer. C'est aussi les attitudes qu'il doit évaluer. D'accord. Mais à ce niveau, M. Keita, c'est vrai que vous avez parlé des types d'évaluation, comment il faut procéder et tout. C'est bien de parler de tout cela, mais des fois, là où on pointe un peu du doigt les enseignants, ce n'est pas forcément le non-respect de ces types d'évaluation-là. C'est l'octroi même de la note. Parce que des fois, on peut évaluer les élèves, par exemple, si on fait que c'est une évaluation écrite, par exemple, tous les élèves de la classe participent à cette évaluation, mais après, on voit, par exemple, quelqu'un dans cette classe-là qui, en principe, n'a pas eu la note que la personne mérite, on lui donne une note supérieure à tout cela. Donc, l'octroi même de la note, est-ce que ce n'est pas là se situe le problème? Avant de partir avec Djibril Ba, qu'est-ce qui peut pousser, par exemple, ou qu'est-ce qui explique le fait qu'un enseignant octroie à un élève une note que l'élève ne mérite pas? Oui. À votre niveau, qu'est-ce qui explique ça selon vous? Bien. Merci pour cette question, puisque l'attribution d'une note à un élève, et qui ne soit pas une note méritoire, il y a des raisons qui peuvent expliquer cela. Premièrement, c'est que l'enseignant n'est pas un professionnel. Puisque l'enseignement, c'est un métier. En matière d'éducation... C'est noble en principe. Oui. Ouais. En matière d'éducation, l'enseignant doit tenir compte de deux éléments. De la didactique, mais aussi de la pédagogie. Ces deux éléments font de l'enseignant un professionnel. Mais quelqu'un qui n'est pas professionnel peut se livrer à une telle pratique. D'accord. Deuxièmement, ce qui peut amener un enseignant à octroyer une note arbitraire à un élève, c'est que quelque part, cet enseignant ne connaît pas les vrais enjeux du métier d'enseignement. Parce que si il vient dans l'enseignement en n'ayant aucun objectif à atteindre, c'est sûr, il peut se permettre d'octroyer, d'attribuer des notes arbitraires aux enfants. D'accord. Troisième raison, c'est que cet enseignant manque d'éthique du métier. L'enseignement, ça doit aller avec l'éthique.
la morale doit surtout guider l'enseignant dans son métier. Et cette morale s'explique par le fait que l'enseignant est un éducateur. Et un éducateur, c'est celui-là qui doit être un exemple. Vous éduquez les enfants autrui et non les détruire. Ouais, ça quand même C'est les détruire. pourquoi je le disais que l'école, c'est non seulement un lieu de formation où l'apprenant doit acquérir les connaissances dont il a besoin pour construire son devenir, mais aussi un lieu d'éducation. Un lieu d'éducation où vous devez l'aider à développer sa personne, à développer sa personnalité, à développer sa citoyenneté, à développer l'humain. Et tout cela passe aussi par le comportement, par la moralité même de ces enseignants-là, de ces encadreurs-là, qui ont pour charge de s'occuper de ces enfants-là et les mettre sur le bon chemin. On va essayer de revenir à vous tout à l'heure, M. Keita. On va se partir avec M. Ba Djibril, qui est avec nous sur ce plateau, qui s'est aussi intéressé à cette thématique-là. Dans un instant, on va suivre le reportage. Mais bien avant de partir avec ce téléban, qu'est-ce qu'il faut parler déjà d'entrée de jeu de ton côté par rapport à cette thématique, Djibril Ba? Bon, d'entrée de jeu, on va dire que c'est une thématique qui est vraiment intéressante et c'est un fait de société. Et aujourd'hui, je me suis dit en tant que journaliste, si on s'intéresse à ce sujet, on peut contribuer à inverser la tendance. Et finalement, ça a été le cas. Et quand on va finir tout à l'heure de visualiser le reportage, on va se dire ce qui s'est passé réellement sur le terrain et quel a été le comportement des uns et des autres. D'abord, avant de partir avec cet élément de reportage, dans quel cadre vous l'avez tourné? Quelle était l'atmosphère qui prévalait sur le terrain? Est-ce qu'il était facile d'avoir des intervenants? Avant de partir, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ce reportage? D'abord, avant d'aller sur le terrain, Chiplo, il faut le dire, le choix des écoles, ça n'a pas été facile. Mais on est parti comme ça, on a pris certaines écoles, mais dès que nous sommes arrivés dans une des écoles, le climat est différent. D'accord. La manière dont on nous accueille, c'est aussi différent. Parce qu'il y a la méfiance. Bien sûr. Dès qu'on évoque le sujet... C'est un sujet que tout le monde ne veut pas aborder, quoi. Et en tant que journaliste, nous-mêmes, on se pose la question, quand j'arrive à aborder ce sujet avec tel enseignant ou avec un élève ou un encadreur de l'école, est-ce que je peux avoir une réponse ou quelques détails concernant ce sujet? Qui décrit même la réalité de la situation. Voilà. Donc, devant cet aspect, on est confronté à une espèce de blocage. D'accord. Il n'y a pas de souci. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, si vous venez à peine de nous prendre en marche sur Espace TV, vous êtes donc au compte de cette émission spéciale et aujourd'hui, comme thématique, nous abordons donc ce sujet qui parle de l'achat de notes dans nos écoles guinéennes et dans les écoles et universités, dans certaines écoles et universités guinéennes pour être plus précis. On va donc partir et tous ensemble suivre cet élément de reportage de Djibril Ba qui est avec nous ici en plateau et derrière, on se retrouve pour essayer d'en parler. À tout à l'heure. À l'entrée de l'université de Sonfonia, nous essayons d'aborder un groupe d'étudiants sur des sujets peu gênants. L'achat des notes pour obtenir une moyenne dans une ou des matières, puis les notes sexuelles. Comment allez-vous? Vous étudiez ici? Ok. C'est quelle classe? L1. L1. De langage. Sciences Du langage. de langage, L1. Je voudrais savoir, est-ce que l'achat des notes à l'université ici, c'est une réalité? Mais est-ce que vous avez entendu parler de ça? Non. Bon, moi, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas si c'est une réalité. Est-ce que l'intéressé est allé jusqu'au bout de l'histoire? Non. Est-ce que l'achat des notes à l'université de Sonfonia est une réalité ou pas?
Non. Les professeurs nous ont toujours demandé de travailler dans la classe, les notes de cours, de suivre les cours très bien, dire que ouais, quand l'élève est absent lors de la composition, dire que tu peux avoir une note envers eux par l'achat. Là, ils ne nous ont pas dit ça. Non, disent-ils, mais cette jeune étudiante a, elle, une histoire. Hésitante au début, elle est l'une des rares voix à se confesser. Bon, il y a d'autres profs qui harcèlent les élèves. Ils disent Ici que, oui, que si tu veux avoir des notes, il faut coucher avec le professeur. J'en ai entendu parler. Il y a des professeurs qui le font. Et puis il y a ces filles aussi qui ne dénoncent pas ceci. Vous savez, il y a d'autres, quand ceci arrive, ils n'osent pas en parler parce qu'il y a les professeurs qui les harcèlent. Donc ils ne veulent pas le dire. Ouais. Comprenez? Oui. Dans ce temple du savoir où des milliers d'étudiants sont reçus, des pratiques comme l'achat de notes pour passer en classe supérieure n'est pas un fait à prendre à la légère. De la classe où se déroulent les évaluations jusqu'à la scolarité, bien malin qui peut savoir ce qui s'y passe. C'est le seul prof qui nous a dit ça, qui nous a précisé, avec lui on a calculé, il a une fiche avec lui et nous aussi. Mais lui, mon ami, là, je ne sais pas comment il va faire parce que Sa note a été changée. il dit qu'il avait validé. Peut-être moi-même, il y a des erreurs, je vais aller voir demain ou bien pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Oui, vous parlez des erreurs, mais il arrive quand même que certains étudiants tentent au niveau de la scolarité. À la scolarité, par exemple, j'apprends qu'il y a la centralisation des notes. C'est un travail humain, je crois bien. Il y a ces défauts-là, mais quand on vérifie à la base de données du département ou de la direction des programmes, c'est la période-là où on appelle requête, vérification de notes. On ouvre généralement une période de 3 mois pour vérifier les notes. Un étudiant qui se sent un peu lésé, qui voit que sa note est modifiée, la note que le prof a affichée au tableau n'est pas sur son relevé de notes, est dans son droit de dire « Ah, professeur, ce n'est pas la note là que vous m'avez donnée » et on exige aussi aux responsables de classe de détenir une copie du fichier qu'on leur donne. Peut-être, mais si cela se produisait, l'enseignant n'a aucune excuse selon le censeur de cet établissement privé. Bien sûr, lorsque les enseignants sont ensemble, souvent il y a certains qui peuvent dire « Ah, moi j'avais un ami, et lui par rapport aux notes, il vendait aux notes ou bien il demandait par exemple si tel élève ne fait pas ça, il n'aura pas une telle note. » Moi je pense bien que avec ces professeurs, ce sont les professeurs qui ne sont pas crédibles. Parce que la note fait la crédibilité d'un professeur. Lorsqu'une note n'est pas méritoire, ça veut dire que le professeur n'est pas crédible. Et du coup, il aura même le dégoût des enfants. Parce que quand vous donnez à un enfant une note méritoire, il vous respecte. En revanche, si vous lui donnez une note moyennant quelque chose, ça, tôt ou tard, il va vous rejeter. Créée il y a de cela une dizaine d'années, cette école cherche à promouvoir l'excellence selon Keïta. Pour lui, le choix des enseignants n'est pas fortuit. L'achat des notes de classe n'a pas sa place souvent dans les causeries entre enseignants. Depuis 2015, je suis là en tant que censeur du groupe scolaire Aboakatiti Camara. Et pour ceux qui me connaissent, même ceux qui sont au plus haut niveau connaissent ma rigueur en matière du système éducatif. Je ne blague pas avec la formation. Ah, s'il y en a, vous ne pouvez pas oser faire ça ici à Titi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de notes, puisque toutes ces notes-là, si une note n'est pas méritoire, c'est qu'elle est conditionnée à quelque chose.
Le censeur ensuite explique les méthodes d'évaluation qui, dit-il, ne peuvent échapper à l'ensemble des notes qui lui seront soumises. L'air serein, il précise. C'est qu'après l'évaluation, les notes, pour me rassurer que est-ce que les notes sont méritoires ou pas, je fais une comparaison entre les copies des enfants et les notes que le professeur me dépose et qui sont sur fiche. Donc, à partir de là, je peux me rassurer que oui, toutes les notes attribuées aux enfants sont méritoires. Échapper à la tentation n'est pas chose aisée. Nous avons voulu comprendre mieux. Certaines filles habillées d'une manière extravagante ne peuvent être à l'abri du regard. Cet universitaire dans le département Histoire, à Sonfonia, explique en ces termes. Il y a des étudiants qui font du n'importe quoi. D'accord. C'est une réalité au jour d'aujourd'hui. Je ne connais pas pour les autres universités, mais ici, il y a des étudiants qui refusent de travailler et qui ne comptent que sur les moyens. On est d'accord. Ils ne comptent que sur les moyens pour au moins magouiller, pour, disons, influencer un peu le professeur. Sans l'ombre d'un doute, l'achat des notes est une pratique qui affecte la qualité du système éducatif. Partant de ce constat, la Banque mondiale dresse un rapport alarmant pour les pays subsahariens. Un rapport intitulé « Perspective, l'école au service de l'apprentissage en Afrique » publié en 2018. Le document montre que l'Afrique fait d'incontestables progrès pour augmenter la scolarisation dans le primaire et le premier cycle du secondaire. Pourtant, près de 50 millions d'enfants restent non scolarisés et la plupart de ceux qui fréquentent l'école n'y acquièrent pas les compétences de base indispensables pour réussir dans la vie. À Imbaya, où sont accueillis 1632 élèves, la qualité du système éducatif de l'établissement est au cœur le plus souvent des échanges. On n'a pas besoin de cacher. Ce qui se passe, c'est ce qui se dit. Moi, je n'ai jamais appris, je n'ai jamais entendu. Et chez nous, on redouble. Si tu redoubles, si tu n'acceptes pas de redoubler, tu prends tes dossiers, tu vas aller faire la classe supérieure ailleurs. C'est ce qui montre à suffisance que les notes ne sont pas des marchandises chez nous. Donc, ça ne vend pas, on ne vend pas. Chaque fois qu'on se retrouve, j'en parle. J'en parle. Et je suis sûr que les enseignants de Senghor m'écoutent et ils sont prêts à m'accompagner jusqu'au bout. Le rêve que j'ai, c'est de donner la formation à cette génération qui nous est confiée pour que la Guinée de demain soit émergente. C'est ça la réalité, c'est ça qui doit être la préoccupation de tout enseignant. Acheter les notes, une autre forme de corruption, trouve peu d'alternatives en milieu scolaire. Cet enseignant sollicite alors ce qu'il y a de mieux. C'est tout à fait normal, il faut une commission d'éthique pour nous aider. Vraiment, sinon c'est un problème aujourd'hui à tous les niveaux, que ce soit les écoles privées, que ce soit les écoles publiques. Ce qui retient par ailleurs notre attention, la plupart des enseignants ne veulent pas du tout parler des notes obtenues à la suite des rapports intimes. La conversation est encore gênante. Mon frère, j'ai fait la Mecque, je m'éloigne de tels propos. Mais vous ne le faisiez pas, mais... Bon, mais écoutez, c'est pas parce que je le fais, j'évite de parler de la sorte. Parler des choses... Est-ce que alors vous avez entendu parler de... Dans les lycées, depuis que je suis proviseur, je n'ai jamais écouté cela. Je n'ai jamais entendu plutôt. Et je ne veux même pas apprendre cela. À Senghor seulement. L'enseignant peut épouser une fille qui lui plaît. Il donne la cola aux parents, mais ce n'est pas exclu. Il peut épouser. Mais dire qu'il va affecter des notes à une femme pour un autre désir, je crois que c'est la gravissime des bêtises. Et ça n'existe pas chez moi et ça n'a jamais existé. De qui peut ici, je n'ai jamais entendu parler. Mais l'enseignant peut épouser légitimement une fille de sa classe. Les notes sexuelles. Non. Vous avez entendu parler de ça? Bon, en fait, sur les réseaux sociaux, on attend ça, mais moi, plus particulièrement, c'est plus dangereux au sein d'une institution. Mais vous êtes conscient quand même que la pratique existe? Bon, en fait, moi, si ça existe, ce qui m'intéresse, c'est ce que je dis. Est-ce qu'une fois, vous n'avez pas été tenté par une fille qui essaie de vous séduire? Jamais. Parce que moi, je me connais. Je sais de quel processus je suis passé pour être là. Vous êtes passé par quel processus, par exemple? Moi, j'ai bien étudié, c'est pourquoi je me tiens devant.
Cet étudiant se rappelle d'une histoire d'une relation dans son lycée entre un enseignant et une élève. Une fille de 12 ans qui s'est livrée, qui était avec son professeur, il faut le dire, et son professeur lui a attribué une note. Elle a été dans les 5 premiers, ce qui a d'ailleurs fait mal à leurs camarades. La fille qui ne pouvait pas en classe, comment se fait-il qu'elle se classe parmi les 5 premiers? Et là, le problème est allé jusqu'à ce qu'on a vérifié et que la fille n'a pas apporté les vérifications. Et à un moment donné, ils ont envoyé ses parents. C'est là qu'elle a dit la vérité que je sortais avec le procès de chimie. Et c'est en cela, et c'est le procès de chimie qui était le... vous savez, dans les écoles, il y a toujours les procès principaux. Alors, le procès de chimie était le procès principal. Et là, il a essayé d'attribuer une note à la jeune fille parce qu'il sortait avec elle. Il ressort des conclusions des spécialistes de l'éducation. Plusieurs études et données empiriques mettant en évidence que les pays où les niveaux de corruption sont les plus faibles tendent à avoir des services publics très efficaces et à réaliser les meilleures performances éducatives. Les autorités guinéennes, en appliquant des mesures coercitives, pourront cependant inverser la tendance. En attendant, les résultats des évaluations nationales montrent que de nombreux défis restent à relever. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs d'Espace TV, après avoir visionné bien sûr avec attention et intérêt, on espère forcément que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt cet élément au cours duquel on a vu beaucoup d'interventions, des encadreurs, des élèves, des étudiants qui essaient donc de s'exprimer pour leur point de vue par rapport à notre thématique de ce soir, qui parle donc de l'achat de notes dans les universités, dans certaines universités et écoles guinéennes. Déjà, Djibril Ba, avant de partir avec M. Keita, on a suivi un peu les réalités, certaines personnes qui acceptent de parler, d'autres pas, d'autres qui sont très réticentes. Et quand même, on a vu cette fille aussi, quand même, d'une part, qui a reconnu l'existence d'une certaine façon de cette pratique, de ce phénomène dans l'université en question. Et après, les encadreurs aussi, certaines qui viennent forcément dire que ça n'existe pas. On a vu M. Keita aussi dans l'élément de reportage et d'autres encadreurs. Qu'est-ce qu'il faut rajouter sur cet élément qu'on a suivi, Djibril? Oui, d'abord, avant de faire une précision par rapport à l'intervention de cette jeune étudiante, je voudrais juste faire un petit détail. D'accord. Lorsque nous sommes allés au lycée Yimbaya, parce que là-bas aussi, beaucoup de choses nous ont attiré l'attention. On a essayé, dans un premier temps, d'aborder le sujet avec le proviseur de l'école. Mais, Chiplo, il faut le dire, dès que nous avons évoqué l'achat de notes, il a sursauté. Oui. Il a fallu un moment de causerie, d'échange avec lui. De négociation. De négociation, pour qu'il accepte réellement le tournage. D'accord. Voilà, ça s'est passé comme ça, mais ce qui s'est passé aussi, c'était vraiment surprenant parce que nous sommes allés d'une classe à une autre. Ouais. Mais lorsque nous avons reçu certains élèves, on était encore... on était devant une situation de blocage parce que pendant l'interview, il y avait des encadreurs qui étaient là. Donc, amener les étudiants à raconter une histoire aussi ubiesque, c'est pas facile. Donc, surtout quand les encadreurs eux-mêmes sont présents, c'est chaud. Hein? Parce qu'après, toi, te retrouver avec l'encadreur en classe, tu ne sais jamais. Donc, ça n'a pas été facile. Donc, 1, 2, 3 personnes, la réponse par rapport à l'achat de notes, c'est non. Donc, que dire de plus? C'était vraiment difficile. Mais la manière d'expliquer, amener les gens, les élèves, à poser le problème, parce qu'il s'agit de notre pays. Il s'agit du système éducatif. Donc, on a eu quand même des témoignages qui sont vraiment accrochants. Effectivement, très poignants. Oui, très poignants. Ouais. On a eu une élève, en marge de tout cela, qui nous a fait un témoignage qui concerne l'achat de notes. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, au-delà de nos préjugés, de nos clichés, c'est bel et bien, l'achat de notes, ça existe. Ouais, ça existe. Sous plusieurs formes. Hein. Oui. Tout à l'heure, l'étudiante d'ailleurs a eu à signaler qu'après, il faut le dire les choses quelles qu'elles sont. Les enseignants qui demandent de coucher avec eux. Il y a certaines notes même à l'université qu'on a dénommées notes sexuellement transmissibles. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, ça fait mal, mais c'est ça. Justement, concernant cette jeune étudiante, parce que j'avoue que lorsque nous sommes arrivés à l'université, les conditions des tournages n'ont pas été faciles. D'accord. Voilà comment on a abordé la jeune étudiante, parce qu'on l'a trouvée avec
ses camarades. Parce que si elle était seule, non, c'était pas aussi facile que Bien ça. sûr, Hein, parce bien que sûr. la manière dont elle nous a reçus, c'était pas facile. Mais dès que j'ai abordé le sujet, elle a regardé ses camarades. Donc, pour elle, c'était voilà, une manière pour elle de se lancer. De se défouler. Mais Ouais. j'avoue, puisqu'elle qu'elle est nouvelle, mais elle a dit que ça existe. Ouais. Voilà. Bien, il n'y a pas de souci. Vous l'avez compris, hein, chers téléspectateurs, ce sont donc les réalités de certaines de nos écoles et universités. On va donc continuer toujours à parler donc de cette thématique très importante. Toujours, on va se tourner cette fois-ci du côté de M. Keita. Ensemble, on a regardé cet élément de reportage au cours duquel vous-même vous avez eu à intervenir. On a suivi aussi d'autres encadreurs, d'autres écoles. Et qu'est-ce qu'il faut rajouter et qu'est-ce qu'il faut apporter aussi sur ce que ces étudiants et aussi élèves-là ont eu à apporter comme témoignage, surtout très poignant. Monsieur Keita. Bien, dans ce reportage, je pense bien que si l'étudiante affirme que la vente de ces notes-là existe, nous ne pouvons pas nier cela. Parce que vous savez, généralement, un adage dit qui se ressemble s'assemble. Effectivement. Les professeurs, les enseignants qui se livrent à une telle pratique sont en relation directe avec les jeunes filles qui ont à peu près le même comportement. Effectivement. Parce que moi, j'ai connu des filles, un professeur, un enseignant ne peut pas oser leur parler des trucs ignobles comme ça. Justement, c'est pour ne pas couper M. Keita, parce que la plupart des interventions que nous avons eues dans ce magazine, c'est le moi. C'est le moi et cela revient encore à dire que c'est une question de subjectivité. Mais au-delà de ça, objectivement, que c'est un problème qui existe dans les différentes écoles. Donc, le moi, ça exprime toujours le doute. Bien sûr. Et comme l'a dit M. Keita aussi, hein, c'est que la plupart des filles qui se comportent négativement, c'est des personnes des fois qui ne savent pas pourquoi elles partent à l'école. Les filles qui sont bien, les filles qui sont premières dans leur classe et tout, comme il a dit, un professeur ne peut pas venir proposer ce genre de choses parce que ces personnes-là savent pourquoi elles partent à l'école. On vous laisse continuer, M. Keita. Voilà. Lorsqu'un apprenant sait pourquoi il vient à l'école, c'est pour acquérir les connaissances, c'est pour savoir quelque chose. Et en fin de compte, on peut vérifier est-ce que réellement cet apprenant a des acquis. Et on le saura à travers une évaluation. Et cette évaluation doit être certifiée soit par un diplôme ou soit par une note. Alors, ces apprenants qui sont dans une telle situation ne peuvent pas se livrer à une telle pratique. Le phénomène entraîne des conséquences extrêmement grave. D'accord. D'abord, quand je prends sur le plan national, ça bloque le fonctionnement correct de toute une nation. Parce que souvent on le dit, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Et tant vaut l'école, ça demande ici la qualité de la formation. Mais la qualité de la formation dépend d'une très bonne évaluation. Bien sûr. Alors, ces enfants qui ne sont pas prêts à se faire évaluer correctement, qui sollicitent l'attribution des notes non méritoires, pensez-vous que l'État aura besoin de ces ressources-là pour son fonctionnement correct? Je dis non. Pas du tout. Et pour qu'un État fonctionne correctement, il a besoin des ressources humaines qualifiées. Et cette qualification ici dépend d'une bonne acquisition des connaissances, des savoirs à l'école. D'accord. Entièrement d'accord avec vous. Donc, ça, voici une première conséquence. Ça bloque l'État dans son fonctionnement, puisque l'État aura du mal à avoir des ressources humaines pouvant lui permettre de fonctionner correctement. Deuxième conséquence, une telle pratique, religieusement, c'est du péché. C'est du péché, c'est condamnable. Imaginez un éducateur
qui est censé éduquer les enfants autrui, se livre à une telle pratique. Au lieu de donner du savoir aux autres, aux enfants autrui, vous les détruisez. Bien sûr. Ça, ce péché est à éviter. D'accord. Ce péché est à éviter, vous l'avez compris, hein, chers téléspectateurs d'Espace TV. On parle donc de l'achat des notes dans certaines écoles et universités ici, en République de Guinée. Nous avons donc comme invité M. Mami Kita. Il est censeur de l'école, le lycée Titi Camara, mais aussi sur ce plateau, notre collègue Djibril Ba, pour donc parler de cette thématique. On aura tout à l'heure d'autres invités qui vont venir. Avant de partir en pause, M. Kita, quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit donc de ces professeurs-là, de ces encadreurs-là qui se comportent de la sorte, mais aussi des fois à l'endroit de ces élèves-là, mais aussi qui viennent, qui offrent aussi la possibilité à ces encadreurs-là de se comporter comme ça. Parce que quand on parle de corruption, il y a la personne qui est corrompue, mais aussi la personne qui pousse un peu à l'autre d'être corrompue et tout. Mais après, mais aussi ces filles-là qui se comportent mal, qui ne s'habillent pas bien, qui viennent déjà, parce que certains élèves aussi viennent derrière toi, directement tu vois que ces personnes sont de mauvaise volonté et tout. Quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de ces encadreurs, mais aussi à l'endroit de ces élèves avant de marquer la pause? Bien, le message que je pourrais lancer à l'endroit des enseignants qui se livrent à une telle pratique, c'est de faire preuve de professionnalisme dans leur métier. Le métier enseignant, c'est un métier noble. Ce que l'enseignant fait, c'est Dieu seul qui peut le récompenser. Alors que ces enseignants pensent à l'enjeu positif du métier pour faire correctement le bon travail. Leur mission, c'est amener les enfants à apprendre. Ils doivent octroyer les connaissances aux enfants autrui, les former pour leur devenir. Il ne doit pas être l'acteur qui envisage de détruire le devenir des enfants autrui. D'accord. Et qu'il chasse qu'il est non seulement formateur, mais aussi il est éducateur. Un enseignant qui n'a pas ces deux objectifs, le mieux, c'est d'abandonner la craie, quitter la classe et aller dans d'autres métiers. Aux élèves qui suivent ces enseignants-là dans une telle pratique, qu'ils chassent que ces enseignants eux-mêmes sont en train de détruire leur devenir. Leur devenir, la construction de leur devenir, c'est à l'école. C'est à l'école lorsque les connaissances sont très bien assimilées. Et si les connaissances ne sont pas bien assimilées, qu'ils chassent que le jour où les autres se présenteront pour un projet, pour un emploi quelconque, ils ne pourront pas se présenter parce que tout simplement, ils n'ont rien acquis. D'accord, parce que tout simplement, ils n'ont rien acquis. Et après les études, forcément, ils auront donc un niveau de formation très faible. Vite fait, pour ajouter avant la pause. Oui, je voudrais faire une petite précision par rapport à ces recommandations, parce que là, il donne des explications concernant les enseignants, ce qu'ils doivent faire. Bien sûr. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un certain nombre... Il a aussi parlé des conséquences. C'est ça, des conséquences, mais il a émis un certain nombre de recommandations, de solutions. Oui. Donc, au-delà de ça, je pense que l'État doit tenir compte d'un certain nombre d'aspects. Parce que côté infrastructure, il faut créer un cadre idéal qui permet à l'enseignant, une fois à l'école, il se dit, ici, quand je déraille, voici les sanctions, voici les principes. Oui, donc déjà, si l'enseignant a ça dans sa tête, il ne va pas créer, il ne va pas faire quelque chose qui peut empêcher le fonctionnement du système éducatif. Et les conditions d'acquisition aussi des notes. Oui. Les conditions d'acquisition de notes, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Oui. On a évolué. On n'est pas en 1999 ou en 2000. Aujourd'hui, on peut digitaliser tout. Oui. Personne ne peut modifier. Donc, si on parvient à imposer ces principes-là, je pense que notre système éducatif va aller de l'avant.
D'accord. Notre système éducatif pourra donc aller de l'avant. Merci beaucoup à Djibril Ba et à M. Mami Keita. Merci beaucoup à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci beaucoup à vous aussi, chers téléspectateurs, d'être là. On va essayer de marquer une courte pause. Derrière, on se retrouve au compte donc de cette émission. Restez avec nous à tout à l'heure. De retour sur ce plateau d'Espace TV, chers téléspectateurs, merci beaucoup à vous de nous préférer, de nous élire dans vos cœurs. Et c'est toujours au compte donc de cette émission spéciale. Et nous parlons de cette thématique qui concerne donc l'achat de notes dans certaines écoles et universités guinéennes. Après donc la première partie tout à l'heure avec M. Keita, qui est donc censeur d'une école ici même à Conakry, nous recevons cette fois-ci sur ce plateau M. Khalidou Diallo, il est syndicaliste, toujours pour aborder et parler donc de cette thématique. Bonsoir, M. Khalidou. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien. Super. Déjà, vous savez un peu de quoi on parle. On va donc parler de cette thématique qui concerne l'achat de notes dans certaines écoles et universités. Parlant déjà de cette thématique, pour commencer, qu'est-ce que vous avez à dire et qu'est-ce que ça vous dit déjà comme impression? Merci beaucoup. Le marchandage des notes dans certaines écoles, on ne dit pas dans toutes les écoles, Bien mais sûr. ça se fait peut-être dans certaines écoles, c'est une pratique dangereuse. Et nous devons faire appel à la conscience professionnelle. Imaginez-vous, un enseignant, d'abord c'est un modèle, l'enseignant est un modèle. Ah ouais. Et donc vouloir vendre les notes à un élève, c'est de tuer le système éducatif, c'est de tuer le professionnalisme. Imaginez-vous un enseignant qui enseigne un médecin, quelqu'un qui veut être médecin. Il vend les notes à ce monsieur-là. Lui, il va faire quoi lorsqu'il va sortir? C'est de tuer. Ou bien de faire la même chose, hein, comme certains médecins aujourd'hui, quand tu pars, si tu n'as pas d'argent, on ne te soigne pas et tout. En tout cas, ça dénature un peu la mission principale même de cet apprenant et ça fait dévier carrément de sa propre profession. Exactement, c'est une pratique dangereuse si ça se fait. Il faut qu'on prenne des sanctions par rapport à ça. Il faut qu'on vérifie, il faut qu'on fasse le diagnostic de ces choses au niveau des écoles, voir comment les notes sont distribuées, comment les notes sont attribuées aux élèves. Est-ce que ce n'est pas en fonction de l'évaluation qu'on note l'élève, pas en fonction d'humeur ou en fonction de l'argent ou en fonction de ceci ou de cela. Donc c'est des pratiques qu'il faut bannir complètement dans le système éducatif, si on veut qualifier l'éducation. D'accord. Maintenant, vous en tant que syndicaliste, c'est vrai qu'en tant que syndicaliste, c'est pour mission aussi de défendre un peu les intérêts des enseignants et tout ce qui concerne le milieu éducatif guinéen. Mais de votre côté, si on vous demande effectivement, est-ce que cette pratique existe ou pas? Avez-vous des témoignages? Avez-vous quelque chose qui prouve cela? C'est quoi votre réponse? Elle existe ou pas selon vous? Selon moi, même si elle existe, je n'ai pas vécu. D'accord. Je n'ai pas vécu, mais j'entends que ça existe, que les notes sont vendues. Et je vais vous donner, par exemple, j'ai écouté des élèves, et quelqu'un qui n'a pas eu l'entrée en septième, on le rencontre dans la rue en tenue kaki. Bien sûr. Quelqu'un qui n'a pas eu le certificat d'études élémentaires. Ou bien quelqu'un qui n'a pas eu le brevet, on le voit en bleu-blanc, carrément. En bleu-blanc. C'est dangereux. Donc là, ça montre qu'il y a eu quelque chose. Mais c'est à quel niveau? Bien sûr. Mais il faut situer. Situer les responsabilités. Situer les responsabilités. Je pense qu'il faut qu'il y ait un pont, ou rétablir le pont entre l'éducation, entre l'école et les parents d'élèves. Parce que l'éducation ne se fait pas seulement au niveau de l'école. C'est les parents et l'école, les enseignants, qui vont conjuguer le même verbe pour l'éducation de l'enfant. Oui, mais des fois même, c'est les parents même qui ont tendance à faire en sorte que ces professeurs-là acceptent. Parce que des fois, c'est les parents même qui, de leur propre gré, qui ne veulent pas voir les enfants redoubler, essaient de proposer des montants, proposer des sommes à ces encadreurs-là pour faire en sorte que les enfants ne redoublent pas. Exactement, c'est ce qui est dangereux. Ouais. C'est ce qui est dangereux. Il faut une prise de conscience de part et d'autre. Les parents n'ont qu'à savoir que faire passer l'enfant, c'est de tromper l'enfant. Payer de l'argent pour que l'enfant passe en classe supérieure, c'est de le tromper. L'enseignant aussi, c'est lui dire que quand il fait ça, il trompe même son enfant. Parce que tout ce que tu fais, ça te revient. C'est Dieu qui l'a dit. Tout ce que tu fais, ça te reviendra. Donc, donner une note, n'importe comment, à un élève, à un fils au fils de quelqu'un, sache que
tu te trompes toi-même. Bien sûr. Donc, forcément, ça te reviendra dessus. Ça te reviendra. Ok. Autre chose à rajouter, sinon une question d'Ibril. Justement, je fais une clarification par rapport à son intervention. Parce que je crois que c'est la deuxième personne que nous recevons dans cette émission. Bien sûr. Mais ce qui n'a pas été dit, c'est peut-être l'autre forme d'acquisition de notes. Parce que quand les examens nationaux arrivent, les évaluations nationales, tu peux remarquer certains établissements, certaines écoles, donner des notes à certains élèves à un certain niveau qu'on ne peut pas imaginer, pour faire bien la compétition avec les autres écoles. Surtout lorsqu'on prenait en charge la note annuelle. Hein. Lorsqu'on prenait en charge la moyenne annuelle, c'était vraiment autre chose. Quoi. Maintenant, à l'arrivée, c'est juste pour avoir la satisfaction, pour dire que telle école a eu un majeur ou a eu un premier de la République. Un pourcentage d'admis très élevé. Voilà, donc c'est un aspect aussi à revoir, à corriger. Les enseignants ne l'ont pas dit. Et l'autre aspect aussi, c'est il est syndicaliste. Bien sûr. Chaque fois, ils mènent des luttes, ils avertissent les autorités de l'éducation. Je pense que l'effort qu'ils doivent fournir, c'est de déployer chaque enseignant ou 2 enseignants dans un établissement, juste pour une sorte d'éthique, pour voir, c'est-à-dire les notes, comment ça se passe, comment on les utilise. Tout ça, ça peut quand même dissuader, même si on le fait, mais ça peut diminuer la pratique. Donc déjà au niveau des structures syndicales, donc partir beaucoup plus en profondeur pour essayer d'enquêter, voir si la situation elle est bonne ou pas, est-ce que les achats de notes existent ou pas, est-ce que telle école se comporte comme ci ou l'autre se comporte celle-là. Donc déjà avec tout ce qui a été dit sur ce plateau et avec vous, vos propres enquêtes sur le terrain, qu'est-ce qui pousse ces encadreurs-là, ou à certains encadreurs, se comporter comme ça? Est-ce que c'est parce que ces encadreurs ou certains encadreurs ne sont pas bien payés, ou bien c'est parce qu'ils ne connaissent pas vraiment leur réelle mission au niveau de ces différentes écoles? C'est pour cela que nous sommes en train de nous battre, nos syndicalistes. L'objectif du syndicaliste, c'est de défendre le travail et le travailleur qui fait bien son travail. C'est ça notre objectif. Donc, nous demandons à l'État de nous aider pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants, pour qu'on fasse bien notre travail sur le terrain. Donc, tout enseignant maintenant qui va se livrer à ces pratiques, si c'est vérifié, vraiment, cet enseignant doit être condamné, doit être puni. Est-ce que vous voyez? Donc, le syndicaliste ne défendra pas ce travailleur qui va se livrer à donner des notes fantaisistes ou bien des notes, de vendre des notes à un élève. Donc ça, nous ne défendrons pas ça. Et nous sommes en train de nous battre sur le terrain pour travailler avec les inspecteurs, avec les DPE, DCE, pour vraiment, au niveau des écoles, qu'on sache comment le travail se fait. Comment nous, enseignants, nous comportons au niveau, en face des élèves. Parce que imaginez-vous quelqu'un qui tend toujours la main à l'élève ou bien qui demande à l'élève de ceci ou de cela, il n'aura pas de respect pour toi. Il n'aura pas de respect pour toi. Deuxièmement, il ne va pas apprendre. Il va attendre, dire que bon, mais le monsieur là, c'est ce qu'il a besoin. Dès que je lui donne, moi je m'en fous, je reste à la maison et j'ai la note qu'il faut. Et ce n'est pas bon. Voilà, donc nous sommes en train de nous battre dans ce sens pour éviter le marchandage des notes, la vente des notes au niveau des concessions scolaires. D'accord. Ils sont donc en train de se battre à leur niveau avec les structures syndicales pour essayer de changer la donne, faire en sorte donc que ce milieu s'assainit et surtout que les enseignants aussi vivent bien et pour éviter donc un ensemble de choses. Déjà, dernier message avant de vous laisser partir à l'endroit de ces encadreurs-là, mais aussi à l'endroit de ces élèves-là des fois, ou ces parents d'élèves qui font en sorte qu'il y ait cette tentation déjà, qui proposent de l'argent pour que leurs enfants ne partent pas en classe supérieure. Avant de vous laisser partir, quel est le message en gros que vous pouvez donc lancer à ces différentes entités? Aux enseignants, nous voulons qualifier le système éducatif guinéen. Il faut qu'il y ait la conscience professionnelle. L'enseignant, comme je l'ai dit au début, est un modèle. Aux parents, d'éviter de donner de l'argent aux enfants, d'éviter de dire que je vais faire passer mon enfant, c'est de les tromper. Donc éviter de tromper les enfants, contrôler les enfants de ce qu'ils font dans les écoles, contrôler surtout les jeunes filles. Voyez comment une fille s'habille pour aller à l'école. On dirait qu'elle s'habille pour aller dans une boîte de nuit. Et c'est dangereux. Donc tout se passe à la maison. Dès que l'enfant sort à la maison de façon extravagante, il se rend comme ça là, à l'école, il n'y a pas de contrôle. Je vous assure, c'est des choses pareilles qu'on va voir. Donc je demande aux parents de conjuguer le même verbe, de contrôler les enfants
de conjuguer le même verbe avec les enseignants. D'accord, on l'a compris, c'était donc le message de M. Khalidou Diallo. Il est syndicaliste, il était avec nous sur ce plateau pour apporter sa contribution, parlant donc de cette thématique de ce soir qui concerne l'achat de notes dans certaines écoles et universités guinéennes. On va essayer de marquer une courte transition, derrière on se retrouve avec notre dernier invité pour essayer toujours de parler de cette même thématique. Restez avec nous. Et bienvenue au compte donc de cette dernière partie de cette émission qui se veut belle et radieuse et surtout très instructive comme tous les dimanches. En tout cas, c'est une émission qui vous parvient désormais 2 fois ou 3 fois par mois. On verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est une très belle émission qui aborde donc des thématiques qui sont liées à notre quotidien. Et si vous étiez avec nous depuis le début, vous l'avez compris, nous parlons aujourd'hui des achats de notes, achats ou ventes de notes dans certaines écoles et universités guinéennes. Le premier invité, c'était M. Keita Mami, il est censeur dans le lycée ici à Maconakry. Tout à l'heure, c'était M. Khalidou Diallo, lui il est aussi syndicaliste, il a aussi apporté sa partition au compte donc, de cette émission. Et à l'instant, nous recevons sur ce plateau M. Keita, il est donc là avec nous, c'est Keita Cabinet, il est président de l'association scolaire et estudiantine de Guinée. C'est donc une personne qui est aussi imprégnée de ces réalités-là. On va donc avec lui aborder cette thématique. Bonsoir, bonsoir, M. Keita. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs. Comment ça va? Ah oui, ça va très bien. Il est très actif sur le terrain. Il mène beaucoup d'activités, et ce qui est très important. Avec lui, déjà, on va donc parler de cette thématique. Déjà, quand on parle d'achat ou vente de notes dans certaines écoles et universités, vous qui êtes donc président d'une association, est-ce que vous avez émis des enquêtes par rapport à cette thématique? Qu'est-ce qu'il faut et c'est quoi la réalité sur le terrain parce que vous êtes souvent sur le terrain? D'abord, il faut reconnaître que c'est un problème endémique. C'est un problème qui a émergé d'abord par la racine et qui va vers le sommet. Et nier aujourd'hui l'existence de la corruption, parce que nous appelons l'achat des notes et autres la corruption. Nier donc l'existence de la corruption en milieu universitaire et scolaire de Guinée serait la preuve d'une malhonnêteté intellectuelle. Le problème est bien vivant. Et les acteurs, bien sûr, l'ensemble des acteurs sont impliqués. Je veux parler, bien sûr, en premier lieu des élèves et étudiants. Je veux parler des parents, je veux parler des cadres administratifs. Je veux parler aussi et surtout au milieu, les enseignants. Et même aujourd'hui, certaines autorités administratives à bien de degrés sont impliquées dans cette scandaleuse affaire de corruption ou d'achat de notes dans nos structures scolaires et universitaires. D'accord. Déjà, vu que déjà vous reconnaissiez, en tout cas sûrement vous avez mené les enquêtes, vous savez comment ça se passe et tout, et comment ça se manifeste? À quel niveau ça se passe? Et d'après vos enquêtes ou après ce que vous avez vécu sur le terrain, à quel niveau on peut situer la responsabilité et qu'est-ce qu'il faut? Vous savez, nous, depuis 2019, nous sommes par exemple observateur des examens nationaux. Nous avons créé la commission d'observation indépendante des examens nationaux, premièrement pour lutter contre la fraude et la corruption, deuxièmement faire la promotion, n'est-ce pas, de l'excellence. Mais on trouve que sur le terrain, d'abord, la fraude part de l'école, la corruption part de l'école, les structures d'origine. Vous voyez là qu'on établit des fausses listes où il y a des doublons, alors qu'ils sont remontés dans les structures qu'on appelle les DPE et DCE, où encore ces doublons sont validés en complicité avec certains DCE et les chefs services informatiques. Et après ça, vous voyez comment est-ce que ça se poursuit jusque dans les salles de classe, où les élèves, souvent les candidats se cotisent parce que à l'occasion des examens nationaux de 2020, je vous dis bien que 25 élèves sur 30 ont utilisé des téléphones après avoir cotisé de l'argent destiné, n'est-ce pas, à l'achat de conscience des surveillants. Durant cette période, on a vu, vous êtes monté au créneau, vous avez fait plusieurs déclarations en ce temps pour essayer de dénoncer cette pratique. Exactement. Donc, la pratique est aujourd'hui un peu partout en République de Guinée. Quand on prend par exemple le cas spécifique de Sigiri, où vraiment cette DPE fait la vedette lors des examens nationaux. On en parle souvent, on en parle très souvent. On en parle très souvent. Mais figurez-vous qu'il y a eu plus de 25 millions payés par certaines écoles privées que nous appelons les écoles cartels de cette préfecture à destination de la DPE, de l'IRE, des superviseurs et des délégués qui y vont. Alors ça a permis de coacher plus de 4757 candidats aux examens
du baccalauréat, sans parler du BEPC. Donc aujourd'hui, la chaîne est de telle sorte que vraiment le phénomène est enraciné à la base. Nous d'ailleurs, nous avons compris que la corruption, l'achat des notes, la fraude sont aujourd'hui, comment dirais-je, un problème endémique qui est devenu une culture dans le milieu scolaire et universitaire. Parce qu'on peut parler par exemple des causes, on va parler tout de suite des causes, etc., de ces manifestations, mais ce qu'il faut dire, c'est que l'ensemble des acteurs à tous les niveaux sont impliqués. Et nous avons eu le temps de le démontrer à travers le rapport 2019-2020 qui existe aujourd'hui pratiquement sur les médias en ligne, etc., qui sont accessibles à tout le monde. D'accord. Déjà, mais avant de partir avec les causes, mais aussi parler des conséquences, qu'est-ce qu'il faut pour lutter et éradiquer donc cette pratique et tout, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette pratique est devenue quand même le gagne-pain de beaucoup de personnes. Oui. Et quand les examens nationaux arrivent déjà, ben, on sait déjà à quel niveau, il y a beaucoup de personnes qui se remplissent les poches et tout. Même à l'interne, dans les différentes écoles et universités, il y a certains professeurs principaux et il y a beaucoup d'encadreurs et tout qui sont là, et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à subvenir à leurs besoins. Parlant des causes, en quelques minutes, si vous dénombrez quelques causes principales qui expliquent un peu cette corruption-là, comme vous le dites, dans ces différentes écoles-là, qu'est-ce qu'il faut souligner en quelques phrases? Il y a d'abord la médiocrité du système d'enseignement. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire. Le système d'enseignement guinéen ne permet pas à un élève d'apprendre, c'est-à-dire le processus enseignement-apprentissage est défaillant. Je veux parler là des programmes d'enseignement, je veux parler là de la pédagogie et des méthodes d'évaluation qui sont complètement désaxées. Ça ne permet pas à un élève, n'est-ce pas, d'aller à l'école, d'avoir l'amour même de son cours et vraiment l'apprendre. Les enseignants qui bazardent le processus d'enseignement, c'est ce qui est... C'est ce qu'on peut indiquer comme première cause. Deuxième cause... Mais certains enseignants, pas tous. Hein? Parce que sûrement, il y a certains qui nous regardent, mais attends, il veut généraliser pourquoi? Certains enseignants, mais sûrement la majorité. D'accord. Nous avons aussi ce qu'on appelle la précarité de ces enseignants. Je ne voudrais pas l'utiliser comme une cause ultime de la corruption. Parce que des fois c'est avec ça, c'est un peu l'argument qui revient le plus souvent. Nous ne sommes pas bien payés, voilà. Et ceci, cela. Exactement. Donc on ne s'abstient pas néanmoins de les citer. Mais ce qui est sûr, un enseignant devrait avoir la conscience, n'est-ce pas, rigoureuse, comme quelqu'un le disait tantôt, il faut que ces enseignants se répandent. Nous avons aussi la concurrence déloyale entre les différentes écoles privées. Il ne faut pas se leurrer aujourd'hui. Tout le monde voudrait avoir la première place à l'échelon national ou à l'échelon local. Ça, c'est aujourd'hui fondamental. Il y a l'école X qui voudrait faire 100% cette année, l'école Y qui voudrait dire qu'elle a les meilleurs élèves. Les lauréats sont sortis de mon école. Etc. Donc, ce sont des causes fondamentales. Il y a aussi, bien sûr, l'implication du sommet. Moi, j'ai un ami, par exemple, qui me disait, à l'occasion des examens, lorsque je l'ai déconseillé à la fraude, il me dit, mais nous l'avons vu, nous nous référons au sommet. Donc, parmi les causes, il ne faudrait pas oublier de les citer très souvent. Et il y a une crise de conscience aujourd'hui qui s'est emparée des parents. Et ce sont les parents qui viennent en premier lieu. Ah, monsieur Alabem Mali Mali. Bien sûr. Bien sûr. Ah, monsieur Alabem Mali Mali Rano. Voilà. Et ils sont prêts à mettre les moyens qu'il faut vraiment pour avoir le résultat là. Exactement. Voilà. Donc, ce sont en quelque sorte les causes, les quelques causes que nous pouvons, les causes éclaires que nous pouvons citer. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment ça la réalité sur le terrain. D'accord. Djibril, autre chose à rajouter? Justement, il faut dire, les efforts que cette association est en train de mener ne sont pas à minimiser. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose à dire par rapport aux actions que les membres mènent. Parce que moi, souvent, j'entends le nom de cette association. C'est quand il y a des évaluations nationales. Moi, à ce niveau-là, je me pose la question. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de cette période pour se faire entendre. Quand il y a problème au niveau de ce que nous disons, au niveau des notes, je pense qu'il faut déployer tous les membres dans les écoles pour enquêter, pour établir des statistiques, aller montrer ces statistiques, ces chiffres au ministère de l'Éducation, tenir des conférences de presse. Il l'a dit dans un passage tout à l'heure, ils essayent de disséminer ces chiffres au niveau des sites en ligne. Ça, c'est très bien. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut, si vous avez des moyens, déployer tous les membres
sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas au niveau de la capitale seulement pour se faire entendre. Parce qu'à ce niveau-là, quand c'est le cas, je pense que la lutte sera vaine. D'accord. C'est vrai, comme je l'ai dit, hein, l'association fait beaucoup durant ces périodes d'examen-là. Récemment aussi, il y a une activité, ma mémoire est bonne, l'association a mené à l'occasion de la journée internationale, c'est passé de l'éducation et tout. Mais lorsqu'il y avait aussi cette grève-là dans les différentes universités, je vois que vous êtes monté au créneau. Donc, comme pour dire que si vous voulez vraiment que les choses changent, vous pouvez quand même faire mieux. Mieux, par exemple, si vous pouvez vous intéresser à cette thématique, par exemple, vous pouvez dénoncer, et avec ces dénonciations-là, les choses peuvent changer. Et qu'est-ce qu'il faut rajouter, parce que le temps imparti est presque écoulé, en quelques phrases, quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de toutes ces autorités-là, à toutes ces personnes-là qui sont impliquées de près ou de loin par rapport à cette pratique? D'accord, il faut dire que l'achat des notes, la corruption, etc. a des ramifications Effectivement. un peu partout dans toutes les structures scolaires et universitaires du pays. Je suis d'accord. Ce qui se solde par des conséquences terribles, la baisse du niveau des apprenants. Nous avons la décrédibilisation de l'école ou de l'université guinéenne, avec à l'appui nos diplômes, etc. Nous avons bien sûr la médiocrité qui est en train de monter aujourd'hui en flèche dans notre pays. Et au finish, ça met le pays en retard. Donc le message que moi j'ai à lancer aux étudiants, aux élèves, c'est d'accepter de travailler. Le peu que nous recevons en classe, dans les universités, etc., nous devons vraiment les capitaliser. Nous devons bosser pour aller de l'avant. Et aux enseignants qui utilisent pour argument la précarité, etc. Mais il faut dire que ceux qui ont enseigné et ceux qui sont en train de nous enseigner, c'est-à-dire nos enseignants, ceux qui les ont enseignés, eux, n'étaient pas aussi payés que ça, n'étaient pas aussi riches que ça, mais ceux-ci se sont abstenus, bien sûr, devant l'argent, et bien sûr, ils ont eu une éducation de qualité, une formation de qualité. C'est ce que nous attendons d'eux. Bien à l'État, nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, on laisse la corruption germer à souhait dans les structures d'enseignement scolaire et universitaire de notre pays. Cela est fait à dessein, parce qu'on veut que tout le monde soit médiocre et qu'on utilise cet argument de même pour dire que voilà, ce sont des médiocres, etc. Donc, il faut que le mal soit soigné à la racine. Et on a parlé des formes de corruption aujourd'hui. La corruption la plus répandue d'ailleurs, la forme de vente des notes la plus répandue, c'est les notes sexuellement transmissibles. Effectivement, on en a Bien parlé. sûr, ça c'est un problème vivant. D'ailleurs, dans les universités et dans les lycées, nous avons aujourd'hui beaucoup d'exemples qui illustrent cet état de fait. Donc, nous pensons que le changement tant attendu de la Guinée ne commencera que par l'école. Mais si nous laissons la corruption émerger à l'école, ça veut dire que notre pays, 10 ans après, 50 ans après, 100 ans après, comment est-ce qu'on pourrait se définir par rapport aux autres nations? Dans le concert des nations, quel rôle pourra jouer la Guinée? Donc cela est fondamental, il faut que ça soit lutté à l'école. Et nous disons que la corruption à bas, les enseignants corrompus à bas, les étudiants et élèves corrompus à bas, les autorités corrompues à bas. Il faut que la corruption soit bannie pour une Guinée nouvelle, pour une Guinée radieuse. Donc, il faut que la corruption soit bannie pour une Guinée nouvelle et une Guinée radieuse. C'est donc avec ces dernières phrases-là, hein, avec M. Keïta Cabinet, bien sûr, il a rappelé qu'il est le président d'une association estudiantine et scolaire. On espère, chers téléspectateurs, que cette émission-là vous a plu et surtout qu'elle a été très instructive pour vous. On a reçu, entre autres, notre premier invité, je le rappelle, c'était M. Mami Keïta. Il est censeur d'un lycée qu'on a créé ici. Ensuite, M. Khalidou Diallo, lui, il est syndicaliste. Et à l'instant, sur ce plateau, on a donc M. Keïta, cabinet, sans oublier bien sûr un autre collègue qui était avec nous, qui est parti mais les enquêtes et tout. On va dire au revoir, Djibril Ba, pour finir. Oui, au revoir, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose. On a précisé, on a détaillé beaucoup de choses par rapport au système éducatif. Je pense qu'il faut mettre les bouchées doubles, les mécanismes pour vraiment faire émerger notre système éducatif. Cabinet l'a dit, mais il faut mettre les moyens. Il dirige une association, on met les moyens à sa disposition, je pense qu'il peut faire l'affaire. Bien sûr. Donc, entre autres, il faut le faire rapidement, parce que là, c'est autre chose. Parce que ce que j'ai vu dans les différentes écoles,
ça interpelle. Ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer, ça interpelle. D'accord. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs. En tout cas, ce fut un énorme et immense plaisir pour nous de vous servir en compagnie de toute l'équipe technique que vous ne voyez pas, mais qui a abattu un très bon boulot. Portez-vous bien et si Dieu le veut, on se retrouve très prochainement et ensemble, on va essayer d'aborder une autre thématique qui fait donc l'actualité. Passez une très belle nuit et bon dimanche à vous. Au revoir.